Alors continuons avec la force de Coriolis, que va donc subir un objet qui se déplace lorsqu'on le décrit dans le référentiel terrestre. Alors pourquoi je dis un objet qui se déplace? C'est parce que, comme on l'a déjà vu, la force de Coriolis eh bien, dépend directement de la vitesse de l'objet, attention, dans le référentiel terrestre. Donc ça veut dire que lorsqu'un objet est fixe dans le référentiel terrestre, par exemple votre ordinateur là devant vous, et il n'a pas de vitesse dans le référentiel terrestre, donc il ne subit pas de force de Coriolis dans le référentiel terrestre. Par contre, quand vous versez un verre d'eau, eh bien l'eau, lorsqu'elle coule, va subir la force de Coriolis. Donc tout objet qui se déplace sur Terre subit la force de Coriolis. Maintenant, donc, cette force est-elle importante ou pas? Alors la force de Coriolis, donc, je vous rappelle qu'on l'a déjà vu, c'est la force qui a tendance à faire dévier la trajectoire d'un ballon dès qu'on joue, par exemple, dans un manège. On avait vu une vidéo là-dessus. Sinon, vous tapez Coriolis Force sur YouTube, par exemple, et vous allez avoir plein d'autres vidéos. Du coup, sur Terre, est-ce que ça a le même impact? Alors c'est un petit peu plus dur que sur un manège parce que eh bien, la Terre n'est pas plate. Donc il y a des histoires d'angles qui sont un petit peu plus compliquées, mais globalement, ça reste quand même la même idée. Vu que la Terre tourne sur elle-même, eh bien, la force de Coriolis va s'appliquer. Alors, pour savoir si elle est importante ou pas, on va chercher, en ordre de grandeur, la vitesse minimale pour que la force de Coriolis qui s'applique sur un objet de masse m en mouvement, eh bien, ça soit 1% du poids de l'objet. Alors, pourquoi 1%? C'est parce que je vous rappelle qu'en physique, souvent, quand on fait la comparaison entre deux termes, A plus B, eh bien, on va dire que B est négligeable devant A si il est au maximum égal à 1% de A. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette limite de 1%. Donc, autrement dit, je cherche la vitesse pour que la force d'inertie de Coriolis en norme soit égale au poids de l'objet sur 100. Donc ici, le poids de l'objet, hein, on a vu qu'il dépendait de la latitude, mais globalement, on va prendre, c'est un ordre de grandeur, donc on prendra 9,80 par exemple pour G. Voilà, donc égal à mg sur 100. Alors la force de Coriolis, c'est donc moins 2m oméga vectoriel, le vecteur vitesse. Nous, on veut la vitesse minimale. Donc pour avoir la vitesse minimale, il faut que ici que le sinus soit maximal. Donc je choisis la situation où la vitesse, par exemple, est parfaitement perpendiculaire au vecteur oméga. Donc le sinus sera égal à 1, et donc là, ce sera la plus petite valeur de la vitesse qui permettra d'avoir mg sur 100. Donc je remplace 2m oméga v dans la norme de la force d'inertie de Coriolis, que voilà ici. Je fais passer tout de l'autre côté, et on obtient donc la vitesse minimale, qui ne dépend pas de la masse de l'objet. Donc le fait de prendre en compte la force de Coriolis, ça ne dépend pas du fait que l'objet soit lourd ou pas. Quelle que soit sa masse, finalement, il y a uniquement la vitesse de déplacement qui va compter. Et donc on arrive à V minimum égale G sur 200 fois oméga, oméga étant la vitesse de rotation de la Terre. Et donc quand vous faites ce calcul, eh bien on arrive à 700 mètres par seconde. C'est-à-dire à peu près Mach 2. Donc, on se rend bien compte que la plupart du temps, les objets en déplacement sont largement en dessous de Mach 2, donc la force de Coriolis pourra être négligée. Donc, du coup, finalement, il y a deux cas où on ne pourra pas la négliger. C'est le cas où on s'intéresse à un objet qui va vraiment très très vite, et à ce moment-là, donc la force de Coriolis sera non négligeable. Ou alors, on peut aussi s'intéresser au cas d'un objet qui a son poids qui est compensé. Du coup, on va plus pouvoir négliger la force du Coriolis parce que ça serait la seule qui va avoir un impact sur le mouvement. Et là, du coup, eh bien, le mouvement, s'il dure suffisamment longtemps, eh bien, il sera fortement impacté par la force de Coriolis. Alors, quand est-ce que c'est le cas? Eh bien, par exemple, typiquement, pour les particules, on va dire les particules dans les nuages. Alors pourquoi? Eh bien parce que à cause de Archimède et puis les courants, surtout les courants ascendants, bon, c'est assez compliqué la mécanique des nuages. Mais globalement, si on prend une particule, eh bien on peut considérer que son poids est compensé. Et donc on peut suivre
une particule d'eau au cours du temps, donc lors de son déplacement. Alors pourquoi les particules se déplacent? Eh bien c'est parce que il y a des hautes pressions, des basses pressions, et donc les particules vont aller des hautes pressions vers les basses pressions. Donc les basses pressions, ce qu'on appelle les dépressions. C'est pour ça qu'ici, donc sur le schéma, toujours un schéma de coupe, eh bien j'ai introduit des points D qui sont les dépressions. Et donc ici, je prends une particule par exemple dans l'hémisphère nord qui se dirige vers une dépression qui est plus au sud. Et j'ai fait le même cas dans l'hémisphère sud, donc une particule qui va vers le sud, vers une dépression. Et donc elle a une vitesse comme ça vers le sud. Alors la question c'est, y a-t-il une différence entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud? Et de toute façon, quel va être l'impact de la force de Coriolis? Alors, pour ça, il suffit d'appliquer la formule. Donc moins 2m oméga vectoriel v. Oméga vectoriel v, lorsqu'on est en hémisphère nord, dans ce cas-là, vous faites donc la règle de la main droite, oméga vectoriel v, ça rentre dans le plan de la feuille. Okay, oméga vectoriel v. Ne vous trompez pas, hein, prenez pas la main gauche, bien la main droite. Du coup, à cause du signe moins, qui est là, et bien puisque oméga vectoriel v rentre dans la feuille, et bien la force de Coriolis va sortir de la feuille. Donc dans le cas de l'hémisphère nord, la force de Coriolis, elle va être comme ceci. Alors, évidemment, il ne veut pas. Ouh là là, c'est horrible. Bon. Elle est comme ceci. Si on fait le même raisonnement dans l'hémisphère sud, donc à nouveau vous reprenez votre main droite, sauf que vous voyez que pour faire oméga vectoriel v, eh bien, il faut que vous tourniez votre poignet de 180 degrés. Du coup, oméga vectoriel v, il sort de la feuille, mais à cause du signe moins dans l'expression de la force d'inertie de Coriolis, eh bien vous avez une force d'inertie de Coriolis qui est comme ceci. Donc la force d'inertie de Coriolis dans l'hémisphère sud est dans le sens inverse. Alors, du coup, on pourrait se dire, oui, mais ça se trouve, il y a autre chose qui change et du coup, ça va se compenser. Donc faisons une petite vue de dessus de ce qui se passe. On a donc la particule qui se déplace du nord vers le sud, comme ceci, en direction de la dépression. Donc là, c'est vue de dessus, d'accord? Vous imaginez, vous êtes en hélicoptère, là et là. Donc la force d'inertie de Coriolis va vers vous dans cette vue-là, donc finalement, en vue de dessus, ça va vers la gauche. Donc il y a une force qui a tendance à faire ça. Donc la particule va être déviée, donc c'est dirigé vers la dépression, mais en allant vers la dépression, eh bien c'est dévié vers la gauche. Donc ça va avoir tendance à faire ça. Alors que dans l'hémisphère sud, c'est le contraire. Ça rentre dans la feuille, donc en vue de dessus, c'est dévié vers la droite. Donc finalement, la particule a tendance à faire ça. À aller vers la dépression, mais en étant déviée. Donc elle n'atteindra jamais le centre de la dépression. Alors ça, vous l'avez sûrement déjà vu dans les films ou dans les documentaires. Hein. Il y a ce qu'on appelle l'œil du cyclone. Bon, c'est la même chose, mais en plus intense. Et donc au centre du cyclone, il ne se passe rien. En fait, vous avez le vent qui est hallucinant autour, c'est un vent tourbillonnant, mais au centre même, il ne se passe rien. Parce qu'en fait, les particules, elles ne peuvent jamais atteindre le centre, à cause de la force de Coriolis. Voilà. Donc là, on a observé une particule qui va du nord vers le sud. Alors vous pourriez faire la même chose pour une particule qui va du sud vers le nord. Et en fait, vous trouveriez, je vous invite à le faire, avec la règle de la main droite, dans l'hémisphère nord, une déviation comme ça, dans l'hémisphère sud, une déviation comme ça. Ce qui fait que si vous faites ça pour l'ensemble des particules, eh bien vous allez avoir un mouvement qui va être spiralant, ici dans l'hémisphère sud, dans le sens des aiguilles d'une montre. Oula, voilà, vous avez l'idée. Alors que dans l'hémisphère nord, ça va être dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors vérifions-le. Donc je vous ai mis 2 photos. Alors, ça fait réviser votre géographie. Donc ici, on a l'Inde. Donc ça, je crois que c'est le golfe du Bengale, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on est dans l'hémisphère nord. C'était un piège, j'ai fait exprès de les mettre à droite. Hop. Ici, on a Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est dans l'hémisphère sud, dans le Pacifique. Et donc, si vous regardez, eh bien ici, vous avez le mouvement des particules qui se fait comme ceci.
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors que là, vous avez le mouvement qui se fait comme ceci, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est bien ce qu'on vient de démontrer plus haut. Voilà, donc on voit que la force de Coriolis, dans ce cas-là, il ne faut pas la négliger parce que les particules vont la subir tout le long de leur trajectoire qui dure longtemps et leur poids, entre guillemets, ne compte pas puisqu'elles ne tombent pas. Donc c'est finalement la force de Coriolis qui est la force importante pour le mouvement de ces particules. Voilà. Ah oui, voilà, pardon, j'avais oublié. Alors, est-ce que, du coup, on a la même chose pour le tourbillon dans un lavabo qui se vide? Donc ça, c'est une question qui a pas mal agité notamment les réseaux sociaux. Bon, il semblerait, des gens très intelligents ont fait la théorie et d'autres très forts ont fait l'expérience, il semblerait que quand on fait l'expérience de manière très très scientifique, donc très contrôlée, eh bien en fait, le sens du tourbillon lorsque vous videz une cuvette, un lavabo, eh bien c'est 50% l'un, 50% l'autre, quel que soit l'hémisphère. Donc en fait, il semblerait que la force de Coriolis n'ait pas vraiment d'impact pour ça. Elle est vraiment, vraiment, vraiment négligeable devant les conditions initiales. C'est-à-dire si vous avez une eau qui n'est pas parfaitement calme, ce qui est le cas en fait dans votre douche ou dans votre lavabo, eh bien en fait c'est plutôt les mouvements résiduels de l'eau qui vont imprimer le sens de rotation au tourbillon. La force de Coriolis, elle est vraiment, vraiment, vraiment trop faible pour ça. Et encore une fois, quand vous faites l'expérience très, très proprement, eh bien vous avez 50% pour un sens, 50% pour l'autre. Voilà, donc en fait, cette histoire de sens de rotation selon que vous êtes dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, c'est une légende urbaine. Voilà donc pour les forces d'inertie. Alors on pourrait s'arrêter là, mais un petit bonus. Et l'énergie dans tout ça. Donc on a parlé des forces, mais maintenant on sait depuis l'année dernière que à certaines forces dites conservatives, il y a des énergies potentielles qui sont associées. Donc on peut se demander quelles sont les énergies potentielles associées aux deux forces d'inertie dans le référentiel terrestre. Alors on va faire le test habituel. On va chercher si une énergie potentielle est associée à chaque force. Donc pour ça, on exprime l'énergie potentielle. Donc ici, la nouvelle énergie potentielle de pesanteur avec, entre guillemets, le nouveau poids qui contient et la force de gravité et la force d'inertie d'entraînement, eh bien, donc on la calcule en faisant moins la primitive de ce que donne le poids scalaire, un déplacement quelconque. Donc je décompose le poids, force de gravité, force d'inertie d'entraînement. Du coup, la linéarité de l'intégration fait que je vais avoir ces deux termes. Le premier terme, on le connaît déjà, donc ça va être l'énergie potentielle de gravité, qui est moins gm fois la masse de l'astre sur la distance entre le centre et l'objet. Donc ici, par exemple, pour un objet à la surface, RT ou RT plus H si on a une certaine altitude. Et puis donc, il y a ce second terme. Alors, que vaut ce second terme? Eh bien, donc c'est décrit ici. Le plus simple, c'est vu que la force d'inertie d'entraînement s'écrit facilement dans un repère cylindrique, eh bien je vais également écrire le déplacement élémentaire quelconque dans le référentiel cylindrique, dans le repère cylindrique. Donc on l'a vu, donc c'est d'ρ fois euro plus un terme en EφI plus un terme en EZ. Mais ces termes-là, je n'ai pas besoin de les écrire puisque lorsque je fais le produit scalaire avec euro, ça va faire 0. Voilà, et ici le produit scalaire, ça va faire 1 entre euro et euro. Donc finalement, il reste à faire moins la primitive de m oméga carré rho des rho. Donc la primitive de rho, c'est rho carré sur 2. Et donc on arrive... Ah, j'ai oublié la masse. Oh là, je l'ai oublié aussi ici. Bon, voilà, il fallait bien que je fasse une erreur. Hop, donc il y a la masse de l'objet. Hop, ici et ici. Voilà, donc l'énergie potentielle associée à la force d'inertie d'entraînement, ça va être moins 1,5 de oméga carré rho carré fois m. Du coup, l'énergie potentielle de pesanteur qui prend les deux aspects du poids, eh bien ça va être moins g mmt sur rt, moins 1,5 de oméga carré rt carré, sinus carré θ fois m. Alors pourquoi pas rho? Parce que j'ai remplacé rho par rt sinus θ ou rt cosinus lambda. Alors attention, on a l'impression que les deux termes vont dans le même sens, mais attention, ici, vous avez une fonction qui est
croissante avec la distance, puisque 1 sur r est décroissant, mais avec le signe moins, ça devient croissant, alors qu'ici, vous avez quelque chose qui est décroissant. Et donc, c'est logique, puisque on sait que naturellement, le mouvement va se faire dans la direction et le sens d'une diminution de l'énergie potentielle. Donc, ça veut dire que pour que l'énergie potentielle diminue, dans ce cas-là, eh bien, il va falloir que RT, que la distance ici diminue. Donc c'est pour ça qu'à cause de la gravité, un objet va avoir tendance à tomber. Okay, donc ça va diminuer R. Et en diminuant R, ça va bien diminuer cette partie-là. Et au contraire, ici, pour diminuer ce terme-là, il faut augmenter R. Donc ça veut dire que cette partie-là de l'énergie potentielle va avoir tendance à faire une force qui éloigne l'objet. Donc c'est logique, puisque la force, elle est centrifuge. Donc cette partie-là a tendance à rapprocher l'objet du centre, cette partie-là a tendance à éloigner l'objet du centre, mais voilà, sur Terre, c'est cette partie-là, entre guillemets, qui gagne. Voilà, donc lorsque vous appliquez le théorème de l'énergie cinétique, dans le référentiel terrestre, eh bien, l'énergie potentielle de pesanteur, elle a ces deux termes donc, qui sont en sens opposé. Et pour la force de Coriolis, eh bien, même chose, je vais tester en cherchant l'énergie potentielle de la force de Coriolis, donc toujours moins la primitive de la force de Coriolis scalaire, le déplacement quelconque. Ici, même pas besoin d'exprimer le déplacement dans un repère. Pourquoi ? Parce que ici, vous avez la vitesse qui est liée au déplacement. La vitesse, c'est le déplacement élémentaire sur le petit intervalle de temps. Du coup, dOm, c'est égal à la vitesse fois dt. Vous remplacez la vitesse par dOm fois dt, donc vous obtenez ça. Donc oméga vectoriel dOm, le tout scalaire dOm. Or, un produit vectoriel, le résultat d'un produit vectoriel est perpendiculaire à chacun des deux vecteurs, donc notamment perpendiculaire à dOm. Donc la parenthèse ici est perpendiculaire à dOm. Et donc lorsque vous faites le produit scalaire avec dOm, eh bien, produit scalaire entre deux vecteurs perpendiculaires, ça fait 0. Donc tout ça est égal à 0. Donc l'énergie potentielle de Coriolis, elle est tout le temps nulle, donc elle ne peut jamais varier. Or, ce qui compte physiquement, c'est bien la variation de l'énergie potentielle. Donc en fait, autant dire que la force d'inertie de Coriolis, elle, n'a pas d'énergie potentielle associée, ou, vu autrement, quand vous calculez le travail de la force de Coriolis, donc c'est ce qu'on a fait ici, eh bien en fait, il vaut toujours 0. Donc la force de Coriolis, finalement, elle va avoir un impact sur la trajectoire d'un objet, on a vu lorsqu'il se déplace rapidement à la surface de la Terre, mais ne va pas avoir d'impact sur la valeur de la vitesse. Ça ne va pas ralentir ou accélérer l'objet. Ça ne fait que changer la trajectoire. Voilà. Donc, pour résumer ces deux vidéos, force d'inertie d'entraînement, c'est la force centrifuge sur Terre. Souvent, on peut la négliger, elle est faible, mais malgré tout, si on veut la prendre en compte, de toute façon, elle est prise en compte dans le poids, dans G, puisque la valeur de G, eh bien, elle dépend de la latitude. Donc le poids, c'est la gravité plus l'inertie d'entraînement. Et la force de Coriolis, elle est souvent négligeable. Alors on va faire un gros exercice qui se base sur une expérience historique où du coup quelqu'un a essayé de mettre en évidence la force de Coriolis sur Terre, donc en lâchant des billes sur une très très grande hauteur. Donc on va voir que l'effet est très très faible mais mesurable. Voilà, mais encore une fois, dans les cas les plus généraux, on va dire, eh bien la force de Coriolis pourra être négligée, sauf si ça va très vite. Enfin, du coup, on a vu que sur Terre, ces deux forces sont souvent négligeables. Donc ça veut dire que si vous voulez les mettre en évidence, le plus simple, c'est d'utiliser un référentiel supplémentaire qui, lui, va tourner beaucoup plus vite que la Terre, donc typiquement un manège. Voilà pourquoi, lorsque vous allez dans des lieux scientifiques qui veulent vous faire ressentir les forces d'inertie, eh bien, ça va être dans des manèges qui vont beaucoup plus vite en termes de rotation.